Alors, oui, on parle de démocratie. Est-ce que vous, Jean-Paul Delevoye, vous considérez que les Français sont des enfants gâtés, réfractaires, ou est-ce que c'est au contraire, ils ont une vision du monde bien particulière? Vous savez, il y a longtemps que, je crois que c'était Frédéric Bastiat qui disait « L'État est une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres ». Donc il faut tenir compte de cela. La vraie question, c'est très intéressant, les questions que vous posez. Pardonnez-moi. Oui. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est les questions oui, des jeunes étudiants et oui, des jeunes chercheurs. Je veux dire, c'est intéressant le réflexe des jeunes sur ce type de questions. Moi, la question, c'est pas de savoir la faute à qui. C'est est-ce que la réforme est pertinente ou pas. Premièrement. Quand on questionnait, moi je me souviens quand j'étais en 2004 ministre chargé de la réforme, notamment de la fonction publique, j'avais été très très frappé de voir que sur le système par répartition, 90% des Français pensaient que le système de répartition, c'est j'ai cotisé toute ma vie, j'ai droit à. En oubliant totalement que la répartition, c'était au contraire, je travaille, je paye la retraite de ceux qui... Donc déjà, le débat était faussé dans les têtes parce qu'on n'avait pas pris le temps nécessaire de la pédagogie des enjeux. Pourquoi doit-on sauver le système de répartition? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les syndicats et certains politiques sont perturbés parce que les jeunes disent « mais votre système, on n'y croit pas ». Donc c'est vraiment, est-ce que ce système est solide? Est-ce que c'est le plus important? Donc le temps de la pédagogie des enjeux est essentiel. Les réformes ne peuvent se mener que dans la confiance. La confiance ne peut se mener que si celles et ceux qui exercent une autorité sont exemplaires et avoir quasiment une dimension morale de l'autorité pour que ceux qui la subissent puissent accepter le crédit. Et je crois qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est sur le crédit. Ça pose le problème des experts dans notre société, qui quelquefois apportent plus d'incertitudes que de certitudes. Et donc, doit-on aussi demander aux experts d'avoir des certitudes? Peu importe. Donc je crois qu'il y a des formes nouvelles entre la démocratie représentative et la démocratie directe, qui a ses avantages et ses inconvénients. Il y a probablement des réflexions sur le fait de peut-être avoir des lieux de débat neutres, indépendant. Je dois vous confesser que le Conseil économique, social et environnemental que je préside et qui représente toutes les forces vives, je suis en train de le dire, pourquoi ça ne pourrait pas être une maison des citoyens dans lequel ce lieu doit pas être qui n'est pas un lieu de pouvoir, peut être un lieu de rencontre, de débat, parce que le débat en France est organisé plus pour favoriser la posture de celui qui l'organise que l'élément d'élaboration d'une bonne solution. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut que l'on réfléchisse. On n'est pas là pour valoriser les acteurs, on est là pour se dire est-ce que la réforme est pertinente, est-ce que les choix proposés sont intéressants, et quelle est ensuite la décision que l'on doit prendre et comment on explique. Sinon, on finira par être dans une société d'immobilisme total, parce que on sera... Vous savez, j'ai une phrase du général de Gaulle, c'est que quand les Français croient à la grandeur de la France, ils font de grandes choses, quand ils n'y croient plus, ils font de petites choses. Si on ne retrouve pas le combat des causes, on se déchirera sur les intérêts et on sera rapetissé. Il y a une professionnalisation du politique qui est préjudiciable aux politiques. Moi, je préfère revenir sur le fond des problèmes. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est la vie de la cité. Et dans le fond, c'est comme la démocratie, c'est devenu actuellement une antiphrase. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de la cité, on s'occupe de choses qui sont parfaitement abstraites. La démocratie, c'est une très belle chose, le pouvoir du peuple. Peut-on parler de démocratie actuellement quand c'est le pouvoir de quelques-uns? Quand de fait, on sait qu'il y a actuellement 60% d'abstention pour quelque élection que ce soit, qu'il y a 18% de non-inscrits, si bien qu'il y a véritablement quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de la représentation politique, puisqu'un élu, quel qu'il soit, est un minoritaire dans ce pays et représente, dans le fond, 10% de la population. Et du coup, quand il n'y a plus cette représentation, eh bien, c'est à ce moment-là que peuvent exister, moi j'en sais rien, les 56 000 voitures qui brûlent sur le pourtour de nos villes. Quelque chose qui fait que dès le moment où il n'y a plus de la vraie représentation, du coup, on ne se sent pas partie prenante de ce vivre ensemble. C'est ça dont il faut parler. C'est effectivement revenir, je maintiens moi mon leitmotiv, aux mots qui font qu'on est structuré ensemble. Et les interroger, ne plus forcément donner des questions, mais savoir poser des réponses, mais savoir poser des questions. Or, il se trouve que c'est gentil ce qu'on fait ici, mais dans le fond, c'est le symbole même de cette déconnexion fondamentale entre les élites et le peuple, entre quelque chose qui est encore deux fois de l'ordre du pouvoir et ce qui me paraît être de la puissance sociale qui, elle, vient par Internet. Et on est diffusé sur Internet. Voilà, c'est bien ça. Alors c'est là-dessus qu'il faut voir exactement quelque chose qui est un vrai changement. On comprend une société à partir de la topique qui est la sienne. Les 2 siècles qui viennent de s'écouler ont eu une topique où moi je sais, toi tu sais pas, je te tire. C'était l'éducation, pédagogie.
c'est foutu, c'est pourri. Et il faut revenir à quelque chose d'autre qui est l'initiation. C'est comme ça qu'il faut poser les problèmes. C'est-à-dire que de fait, ce n'est plus la verticalité de nous qui savons, mais une horizontalité qui est là importante. Et c'est à ce moment-là que, dans le fond, on saura trouver les mots qui soient les moins faux possibles et ne pas se contenter, encore une fois, de faire de l'incantation. C'est quand on fait l'incantation, type ce débat que nous avons maintenant, eh bien, c'est dans cet écart-là que peuvent se nicher les discours de haine, de xénophobie et de racisme. Et donc, du coup, je maintiens. Il faut arriver à se purger d'un certain nombre de termes que nous avons ingurgités, encore une fois, dans les 2-3 siècles qui viennent de s'écouler, et je maintiens qu'ils ne sont plus pertinents. La réforme, c'est plus un mot pertinent. La révolution, c'est plus un mot pertinent. Le citoyen, c'est plus un mot pertinent. La démocratie, c'est plus un mot pertinent. Ils sont impertinents, et du coup, ça n'intéresse plus personne. Nous, ici, parce qu'on est assez vieux, somme toute, mais dans le fond, ce n'est pas ceux qui sommes représentatifs, à bien des égards, de ce que sont les forces vives, Monsieur le Président. Voyez. Donc moi, les forces vives, c'est la puissance, c'est ce qui vient du bas, c'est ce qui est instituant, c'est pas ce qui est institué. Donc, purgeons-nous véritablement de tous ces mots incantatoires. On a des mots incantatoires quand on n'est pas convaincu de quelque chose. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Moi, je pense qu'on ne parle jamais autant de démocratie que quand justement il n'y a pas de démocratie. Et qu'il faut revenir à ce qu'est en effet cette puissance populaire. Que faut-il faire dans le domaine de l'école, par exemple? C'est une question qui est revenue. Dites-moi, Lucie Schmitt. Alors allons-y, risquons-nous, et puis essayons d'avoir un débat collectif, effectivement. Moi, je pense que la difficulté à laquelle il faut répondre, c'est vraiment le fait qu'en France, quand vous sortez de votre cursus scolaire et universitaire, on a l'impression que vous en avez pris pour votre vie durant. Et la nécessité de rebattre les cartes me semble être un point essentiel. Comment est-ce qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie? Je pense que c'est un point essentiel et ça rejoint ce qui a été évoqué par Michel sur la question de la créativité. Je pense que c'est aussi une manière de valoriser des tempéraments de prise de risque. Et moi, je vais donner un exemple, j'en parlais tout à l'heure en riant avec Jean-Paul Delevoye. Moi, j'ai fait l'ENA, j'avais 24 ans, maintenant j'en ai 49. Et donc, je précise que Jean-Paul Delevoye a réformé l'ENA. Il a réformé l'ENA et il me disait lui-même qu'il n'était pas pour la dictature du diplôme et du concours. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, au fond, vous passez votre vie durant à la fois à avoir affaire aussi à la société là-dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'en parler, elle vous en parle. Vous avez envie de vous en libérer, on vous en reparle. Et on ne va pas se plaindre d'avoir réussi ses études, mais enfin, il y a des questions de caractère, il y a ce qu'on fait de sa vie aussi. Hein. Donc ça, c'est un point essentiel. Je crois que l'idée de rebattre les cartes, et je pensais à ça aussi, j'allais dire, comme parent d'élève, parce qu'il y a une espèce d'angoisse sur la question des filières, de préparer son métier, etc., qui tient évidemment à la situation de l'emploi. Mais est-ce qu'on peut aussi se dire que la question de la liberté individuelle et collective, parce qu'au fond c'est une valeur qui doit irriguer notre société, n'est pas une valeur auquel il faut donner plus d'importance. Donc je prends cette position et je pense qu'elle est essentielle, surtout si on veut organiser le discours entre générations, notamment parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ont le sentiment que d'une certaine manière nous avons mangé leur pain blanc. Donc ça c'est un point important. Il faut lutter contre ce sentiment, il faut les aider là-dessus en assumant nos responsabilités, mais je crois qu'il y a un malaise qui vient aussi de cette situation. Je voulais dire autre chose, c'est qu'on a beaucoup dit qu'il y avait du chauvinisme, un petit côté renfermé, recuit dans la France d'aujourd'hui. Moi, c'est pas ce que je ressens. Je pense qu'il faut oser avoir des débats qui ne portent pas seulement sur la France. C'est-à-dire que tout à l'heure, Jean-Paul Delevoye, vous parliez du général de Gaulle qui disait, au fond, si les Français ont un haut sentiment de la France, ils vont bien, sans doute, mais avoir un sentiment élevé sur son pays, ça va de pair avec l'idée de son insertion dans le monde. C'est-à-dire que moi, je suis très frappée du fait qu'on me dise, par exemple, sur le débat présidentiel de 2012, c'est une question nationale, on ne va pas parler d'Europe. Tout ça est absurde, on vit une crise européenne majeure, etc. Donc moi, je crois que le sujet de l'élargissement de l'horizon des politiques est aussi un point essentiel. On sent bien à travers nos échanges qu'au fond, nous avons une vision des politiques, pour ceux qui en font comme ceux qui n'en font pas, qui est une vision restreinte, le sentiment d'un clientélisme. Donc je crois que le sujet, c'est aussi de restaurer un petit peu de désintéressement et de hauteur en politique. C'est pour ça sans doute que la figure du général de Gaulle, d'une certaine manière, continue à être présente dans notre histoire, quelles que soient les familles politiques, hein, j'ose le dire. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de la générosité du temps long. Et donc je propose une deuxième chose qui est effectivement comment est-ce qu'on fait pour
c'est plus sous forme de questions sur lesquelles on pourrait trouver des propositions concrètes, redonner l'envie, le désir politique, c'est-à-dire qu'on parle de non-cumul des mandats, etc. Donc on dit on va mettre des règles, des contraintes. Sachons aussi pratiquer l'incitation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner envie à chacun d'entre nous de se dire mais les choses sont possibles, je peux au fond mener une vie politique comme je mène plusieurs vies. Voilà. Moi j'ai commencé à faire de la politique, j'avais 39 ans, j'avais eu d'autres vies avant et j'ai eu l'impression de rentrer dans un milieu qui était un milieu qui me rejetait pour cette raison, qui me disait attends, il fallait commencer à 18 ans. Donc il y a quelque chose à organiser là-dessus qui est aussi une condition du bon fonctionnement démocratique, éducation, bon fonctionnement démocratique, et puis évidemment la question d'oser les sujets difficiles, ça a été dit à plusieurs reprises, plus de sujets tabous dans le débat. Oui, bonjour. Alors, par rapport à l'éducation, la question qui se pose, c'est qu'on est en train de parler de réforme, on est en train de parler de tout ce qui vient après. J'ai entendu de la part de Michel Maffesoli le mot initiation. C'est-à-dire, la question de fond, c'est comment pourrait-on repenser l'éducation s'il n'y a pas de tabou, si on est en train de réfléchir. Là, on est en train de dire qu'il faut penser par soi-même. L'école nous amène à plutôt amener les bonnes réponses que véritablement réfléchir par soi-même. Comment et qu'est-ce que nous pourrions réfléchir aujourd'hui pour, s'il faut réformer ou en tout cas refonder, une autre manière de concevoir l'éducation, pas simplement les grandes écoles, mais peut-être aussi à partir de la maternelle. Vous voulez réagir, oui. Michel Maffesoli? Oui, parce que par rapport à ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, dans le fond, c'est un nouveau cycle qui commence. Souvenons-nous de Descartes, tabula rasa. Il faut faire la table rase, il faut quand même on ne peut pas avoir peur de casser. D'ailleurs, les vieux humanistes disaient ça. Il n'y a de pars construens que s'il y a une pars d'instruens. Il faut détruire pour construire. Alors, pour ce qui concerne l'éducation, dans le fond, le problème est simple. Toute espèce animale a besoin de socialiser. Comment je fais rentrer cette énergie juvénile sans trop la châtrer? C'est un problème simple qui veut dire, je dis bien, toutes les espèces animales ont ce problème-là. Il y a deux modèles de cela. L'éducation en a été une. Elle repose sur quelque chose de simple. Tu ne sais pas, moi je sais, je te tire. C'est l'éducation ou c'est la pédagogie, si j'emploie le mot grec. Ça a marché, ça a donné des belles choses, encore une fois, à partir, je maintiens, de cette verticalité, des choses qui arrivaient d'en haut sur ce que je viens ici d'indiquer. Encore une fois, pendant un cycle, ça a donné nos grandes écoles, ça a donné l'éducation nationale, ça a donné toutes ces choses-là, et puis, je dis bien, il y a une fatigue, une usure, et c'est à ce moment-là qu'on voit que cette pédagogie, ce n'est pas pour rien. Quand elle n'est plus en phase, elle devient perverse. Elle devient pédophilie. Et ce n'est pas inintéressant d'observer quelque chose de cet ordre. C'est à ce moment-là qu'il faut peut-être voir la seconde forme de socialisation, qui est l'initiation, qui a fonctionné dans des sociétés traditionnelles et qui se retrouve dans d'autres pensées extrême-orientales et qui repose sur une idée simple. Il y a là quelque chose que je vais accompagner. Donc je n'impose pas, je n'inculque pas, je maintiens, c'est cette loi des frères auquel je parle depuis tout à l'heure. Et c'est une vieille lune, l'initiation. C'est les sociétés traditionnelles. Il se trouve que ces vieilles lunes grâce au développement technologique, trouvent quelque chose de cet ordre. Alors c'est ça qui est fascinant, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on restait sur un modèle, encore une fois, très jacobin, très vertical, encore une fois, de celui qui sait et qui tire. C'est pour ça que moi, le mot expert ne me plaît pas trop, même pas du tout. Alors que, fondamentalement, il y a lieu grâce à ce développement technologique, à savoir qu'il y a un savoir collectif. Il y a une noosphère, Edgar Morin parle des choses dans ce genre. Vous voyez, c'est en ce sens que je dirais l'initiation vieille lune trouve un développement, grâce au développement technologique, une actualité qui n'est pas négligeable. Nous avions un schéma, soit le schéma progressiste de la flèche du temps, soit le schéma circulaire réactionnaire. Ce qui est en jeu dans l'initiation actuellement, c'est la spirale. On voit revenir des choses anciennes à un autre niveau. Et c'est cela qu'il convient de faire pour éviter le discrédit. C'est cela qu'il convient de faire pour essayer non pas de changer la société, voilà encore une paranoïa extraordinaire, mais accompagner un changement, ce qui est tout à fait différent. Vous citiez Elie Wiesel. Au fondement même de notre tradition gréco-latine, Aristote, quand il veut montrer ce qu'est le fondement de la pensée, il dit bellement en grec « kalos apoierestai », poser bellement des problèmes.
poser bellement des apories. Donc non pas, alors que nous on fonctionne sur des réponses. Exactement. Toutes nos écoles, c'est ça, on a déjà les réponses. Exactement. Là au contraire, il faut revenir à cette vieille tradition, savoir poser les questions.